Hello, Hello, hello Kay. On se ça va, retrouve. Nela? Ouais, ça va bien. Et toi et vous? Tout le monde va bien, je pense. Est-ce que tu veux faire Petit un clin big up d'œil. à la tenue que tu portes? Oui, clin d'œil à ma sœur qui passe demain. C'est comme on Nicolas de dit, c'est Paul le Harry Marie. Power. Parce qu'on est béliers toutes les deux en plus. D'accord, ok. Bah, je lui dirai demain. Je lui dirai demain. Donc, du coup, je disais en intro, j'expliquais juste pourquoi c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Et du coup, bon, comme je disais, hein, c'est une passion déjà pour tout ce qui est dans le sport. Ça m'a toujours fasciné, ça, comment est-ce que les équipes se formaient. Et je fais beaucoup de références, tu verras, au sport de manière générale. Mhm. Mais voilà, on va arriver dans les détails après. Euh, Ce que je voulais, c'est qu'on commence déjà par te présenter. Donc, moi, je présente les gens très rapidement. Après, tu pourras compléter, hein. Mais moi, On a un c'est que point en commun. déjà, Je suis synthétique aussi. voilà, on s'est, euh, on s'est rencontrés après avoir beaucoup entendu parler l'un de l'autre, parce qu'on a Ouais. énormément d'amis en commun. Big Ouais. up à Jean-Jacques, qui regarde sûrement pas, mais bon, c'est l'ami le plus proche qu'on a tous les deux. C'est Mais ça. rapidement, voilà, on a parlé de recrutement parce que tu as un cabinet spécialisé dans le recrutement. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé, pour tout te dire, c'est le fait que avant même d'avoir ce cabinet, tu travaillais déjà dans le recrutement. Donc, c'est Ouais. vraiment, en fait, directement, je me suis dit, en fait, c'est pas juste une opportunité business, c'est une passion, en fait, puisque ça fait Totalement. des années, même quand tu étais à Paris, que tu as travaillé là-dedans. Est-ce que tu veux C'est ça. rajouter quelque chose sur ta vision du recrutement? Comment ça se fait que c'est une passion pour toi? En fait, je te dirais, ben, déjà merci parce que tu as bien synthétisé les choses. Le recrutement et moi, c'est, on va dire, une histoire d'amour depuis maintenant, depuis 2008. Voilà, depuis 2008, donc ça fait 12 ans. C'est ça, oui, ça fait 12 ans. Et je pense qu'en fait, enfin, de façon, on va dire, dans le contexte professionnel, mais je pense que l'histoire a commencé plus tôt, en fait, dans mon enfance, parce que pour moi, recruter, en fait, lorsqu'il y a un recrutement, il y a une rencontre de part et d'autre. Voilà. C'est une rencontre, en Hmm. fait, de part et d'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'action de, bah, finalement, de se choisir. Et, euh, et en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que étant une gentille rebelle, en fait, mon père me voyait médecin, ma mère, je sais pas trop, mais en tous les cas, moi, très tôt, on va dire sur les bancs d'école, de lycée précisément, j'avais lu un jour dans un livre Chasseur de tête, tu vois, et je me suis dit, waouh, ça claque. Ça Ah claque. oui, oui, oui. Ouais, Le fameux, c'est tellement la stylé. personne qui est chargée dans le recrutement de trouver des perles rares pour les entreprises. Donc, pour rappel, donc un cabinet de recrutement, son rôle est vraiment de travailler pour deux parties, c'est-à-dire à la fois pour la personne qui recherche un nouveau challenge et C'est à la ça. fois pour l'entreprise qui recherche quelqu'un pour compléter son équipe. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et on va essayer, on va travailler un peu en deux temps. On va discuter en deux temps. D'abord, on va essayer de définir ensemble, et vous aussi dites dans les commentaires, on va essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est une équipe parfaite déjà. Et après, dans Mmh. un second temps, on essaiera de voir comment est-ce qu'on la constitue. Donc, Ok. euh, qu'est-ce qu'une équipe parfaite? Toi, tu me dis souvent, la perfection n'existe pas, je sais, mais Bah, alors, sur... essayons de définir. Et vous Oui. aussi, dans les commentaires, dites-nous pour vous, c'est quoi une équipe parfaite? Alors, moi, je te dirais, effectivement, je te dirais, bon, soit la perfection n'existe pas, tout dépend comment est-ce qu'on la définit, en fait, cette perfection. Si on part de l'idée, et ça, c'est la définition que j'ai repris chez l'ami Wikipédia, qu'on est sur la quête d'un idéal, et ben, à ce moment-là, effectivement, l'idéal existe. Mais si on entend perfection, pas d'imperfection, tout est carré, tout est net, tout est précis, c'est un peu particulier parce que l'être humain, parce qu'en recrutement, on est sur l'être humain, on est sur l'homme.
On n'est pas, voilà, on n'est pas à se mettre dans des cases. L'être humain vit en fait. C'est un être qui est en permanence en train de vivre avec son histoire, avec sa culture, avec ses motivations, avec ses qualités, avec ses axes de développement. Donc ça, c'est un terme qu'on utilise en recrutement. Et si l'idée de perfection, c'est quelque chose qui est figé, qui est juste parfait, rien ne déborde, ben en fait, non, moi je dirais qu'il n'y a pas de perfection. Je dirais qu'il y a un Ok. idéal. Ok, donc on va dire, on va changer, dès le départ, tu changes mon thème. Donc, Oui, comment désolé. construire l'équipe idéale, ok? Donc, il y a beaucoup de choses, donc définition ensemble. Alors, est-ce que, je sais pas, c'est les plus diplômés, enfin, qu'est-ce qu'une équipe idéale? Ben, une équipe idéale, c'est une équipe où il y a une chaîne et en fait, chaque maillon de la chaîne est à sa juste place. Donc, la complémentarité. La complémentarité, c'est ça. Chaque maillon de la chaîne est à sa juste place. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être à sa juste place? Sans parler même d'équipe, on va commencer par l'individu. On va commencer par le projet, en fait, que l'individu porte. On va commencer par définir déjà qui est-ce qu'on est. Est-ce que soi-même, on est en phase avec le projet qu'on crée? Là, je parle de l'entrepreneur, je parle du dirigeant. Ensuite, définir ce projet, définir ce dont on a besoin comme compétence et comme personne pour accompagner ce projet. Et de là, identifier chaque maillon de la chaîne qui va Donc, exercer cette complémentarité. il y en a quelques-uns qui ont donné aussi leur définition. Donc, Pur Ouais, Sang dit un équilibre entre les compétences adéquates et la nature des personnes. On va y arriver, on va parler des ouais, personnalités, effectivement. ouais, ouais. Mais en fait, non, on va rester sur ce point-là, puisqu'on va pousser effectivement la question de la complémentarité. La complémentarité, parce qu'elle peut être sur plusieurs niveaux. Est-ce que c'est en termes de compétences? Est-ce que c'est en termes de caractère? À quel niveau? Est-ce que c'est à tout niveau que la complémentarité doit être observée? Ben, c'est nécessairement à tous les niveaux pour aller vers de la performance, en fait. C'est comme une pièce du puzzle. Pour imbriquer, pour qu'elle s'imbrique parfaitement, il faut que, je veux dire, les contours soient bien dessinés les uns les autres, en fait, quelque part. Donc, c'est un peu tout ça, si tu veux. C'est la compétence. La compétence, c'est quoi pour la définir? C'est en fait une aptitude. Voilà, c'est une aptitude. C'est aussi une connaissance qui est reconnue. Donc, on parle, nous, dans nos jargons de recruteurs, soit de compétences techniques qui s'apprennent via des expertises, via des formations. Et on va aussi parler de compétences comportementales, ce qu'on appelle soft skills, hein, pour utiliser le terme. Celle dont je te parle tout le temps. Tout le Parce temps. qu'il faut Ben, savoir que je travaille avec avec ma société avec Aniela sur certains postes de recrutement et moi je la fatigue avec les soft skills, donc comme on dit, c'est-à-dire est-ce que la personne a une conscience professionnelle, est-ce que la personne a une conscience exactement. professionnelle, Tout c'est tout à ce qui fait. m'intéresse. Tout à Bon, fait. après, j'ai des réponses du style, bon, il y a des choses où il faut forcément attendre la période d'essai, etc. Donc voilà. Ben, Mais du coup, une complémentarité à la fois dans les compétences, donc hard skills, et c'est ça. dans la personnalité, soft Et skills. dans les, Donc et on dans les- rejoint un peu l'idée que je disais par rapport aux équipes Oui, de sportives, où on mm, a effectivement la personne qui est rapide, la personne qui est moins rapide, puis on a la exactement. personne qui râle tout le temps et la personne qui est tout le temps concentrée. Donc c'est vraiment ça le bon mélange. Je voudrais parler en termes d'équipe idéale du sujet de la parité. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable pour toi ou alors tu te dis, bon, si les meilleurs éléments sont des femmes, bah, je prends que des femmes ou alors il faut forcément avoir cette idée d'équilibre également au niveau du genre. Alors, moi, je dirais qu'il faut reprendre les choses depuis le principe de quelles compétences, encore une fois, j'ai besoin pour accompagner mon projet en vérité. De quelles compétences techniques, mais surtout de compétences comportementales. Et j'insisterai même plus sur les compétences comportementales parce que une compétence comportementale en fait, quelque part, c'est une valeur, c'est un trait de personnalité.
c'est quelque chose qui peut se transformer en compétence technique. Mais on y viendra plus tard. Et partons de là, quand on se dit, ben voilà, j'ai ma cartographie de ce dont j'ai besoin dans mon projet, du type de personnalité dont j'ai besoin pour m'accompagner, il faut à la fois identifier le type de personnalité avec qui je peux travailler et arriver vers cette performance. Identifier aussi le type de personnalité et d'expérience dont j'ai besoin pour techniquement et puis même dans l'environnement porter le projet. Et aussi créer cette espèce de cohésion en fait d'équipe. Voilà, donc il y a le nous, se connaître, connaître le projet, de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin, et puis aussi savoir justement ben, quels sont les différents caractères de l'équipe pour que la personne que je vais recruter s'imbrique. Dès lors qu'on se pose ces questions-là, sincèrement, je ne pense pas qu'il soit question de regarder un homme ou une femme. On regarde la personne qui rassemble les compétences dont on a besoin pour accompagner le projet. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on va répondre à ce besoin-là d'aller vers une performance. Et Hmm. c'est vrai que, effectivement, hein, mais bon, euh, souvent les hommes vont être plus dans l'action, les femmes vont être plus. Mais ça, c'est un peu. D'ailleurs, ça me fait un peu mal de le partager, mais c'est un peu l'idée qui est reçue, mais c'est aussi la moyenne quand même, il faut le reconnaître. Qu'on va se dire les femmes ont peut-être plus de sensibilité, plus d'écoute, plus d'empathie, plus de compassion. Donc, dans certains métiers où on va avoir besoin de ces compétences comportementales, ce que je viens de citer, ce sont des compétences comportementales, ben, on va effectivement assister au fait que ce sont plus ces femmes qui y sont. Mais j'ai envie de te partager une anecdote. Pour la célébration de la semaine des droits de la femme, je suis intervenue dans certaines structures, et notamment une structure qui est spécialisée dans la construction. Kayi, je peux te garantir que les femmes que j'ai trouvées dans cette structure, où on est dans la construction, on est dans des métiers qui sont vraiment physiquement très pénibles, elles n'y étaient pas par hasard. Elle n'y était pas par hasard. Donc pour moi, aujourd'hui, homme-femme, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quelles compétences est-ce que j'ai besoin pour accompagner mon projet, pour développer mon projet, pour atteindre une performance qui va fonctionner avec ma personnalité, moi qui initie ce projet, et qui va justement être en harmonie avec le reste de l'équipe. Alors, on a justement, il y a Gaïcha qui dit que une bonne équipe, selon elle, c'est un bon leader, plus des collaborateurs créatifs, ouverts aux discussions, chacun avec sa compétence et une vision commune pour grandir ensemble. Il y a Marcus qui dit que c'est une somme de talents qui additionnés permettent de dépasser la valeur de chacun de ces talents. Et que ça me fait aussi penser au sport, c'est-à-dire le côté où quand on est ensemble, on est même individuellement plus fort. Après tout ça, bon, on y revient là, c'est de belles phrases. Bah, quand on est dans l'idéal, on est dans la Mais partie tu vois, je idéale. souris hein, parce que j'ai mon avis là-dessus, hein. On va y revenir. Donc, il y a Mathilde 2 qui dit, pour moi, une équipe parfaite, ce sont des employés qui s'identifient à l'image de la boîte. Il y a Ouais, Sarah qui dit, voilà, je trouve que la cohésion de l'équipe, mais aussi la connaissance des caractères afin d'optimiser les incentives et créer un cercle pour porter le projet. C'est super. vrai que la question des incentives est très importante. Et donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un incentive justement et en quoi ça participe à la réussite d'une équipe? Ce que tu entends par incentive en français, parce que moi je suis plus francophone qu'anglophone. C'est les récompenses en fait. C'est Ah, ok. Ah oui, voilà. d'accord. Ah, ok, ok, ok. Alors sur la récompense, il y a plusieurs choses en fait. Moi, par récompense, j'entends quelque part, pour récompenser justement, il faut pouvoir connaître son équipe, il faut pouvoir connaître les individualités de l'équipe. Et donc tout part toujours par cette connaissance de soi-même et de chaque membre de son équipe. Parce qu'on peut récompenser une personne avec, je sais pas, hein, je veux dire une bêtise, hein, de l'argent et que son premier levier de motivation, c'est pas l'argent. Et ça, nous, recruteurs, tous les jours, on le voit. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la rémunération n'est pas du tout un moyen de motiver hein, les équipes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que chaque être, toi, moi, nous avons des leviers de motivation qui sont complètement différents et qui ne se positionnent pas au même niveau. Donc, c'est important pour un manager et pour un dirigeant, pour un entrepreneur, de savoir en fait à quoi carbure chaque membre de son équipe pour justement pouvoir identifier les bons leviers et savoir sur quoi, en fait, quel levier activer pour que la personne, elle gagne, non seulement elle gagne en motivation, elle maintienne en fait sa motivation.
De penser que tout le monde est motivé par la rémunération au même niveau, c'est une erreur. Tout le monde est motivé par la rémunération, oui, mais pas sur la même durée, pas sur le même montant. Et pour certains, ça va être plus en fonction du contexte, en fonction de l'histoire, en fonction d'une personnalité, d'autres critères. En fait, en motivation, il y a plein d'éléments. Il y a la capacité à pouvoir la possibilité de pouvoir se déplacer, d'être challengé chaque jour, le fait de peut-être pouvoir évoluer dans une équipe avec plein de talents pareil, le fait d'avoir un manager qui est vraiment un leader qui nous apprend, le fait de pouvoir équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Enfin, il y a plein de choses en fait, il y a plein de leviers. Et c'est important de pouvoir identifier les leviers de motivation de son équipe. Et ça passe par quoi? Ça passe par connaître son équipe. Donc, Ouais, on parce revient. qu'il y en a, il y en a pour qui le bonheur passe par de petites choses en fait. C'est juste Oui, peut-être mais, que si vous l'autorisez oui, à finir à 16 heures le jeudi, ben en fait ça le rend totalement heureux parce qu'il a une totalement, contrainte personnelle à ce moment-là. tout à fait. Donc on en arrive à la question du manager et il y a beaucoup de questions là-dessus justement. Finalement, est-ce qu'une équipe parfaite ou une équipe idéale ne dépend pas finalement du plan de jeu du manager? Je pense qu'effectivement, le manager y est pour beaucoup. Il y a Sarah qui revenait sur le sujet, sur le genre, qui dit qu'elle n'est pas totalement d'accord sur le fait d'abolir la notion de genre sur le recrutement. Dans la Mhm. boîte où elle travaillait avant, donc en private equity, ils recrutaient la meilleure, là où la Mhm. meilleure, mais le souci, c'est que les femmes ne postulaient pas. Ah, De ce fait, oui. comment faire en sorte de recruter le meilleur talent si une partie de la population n'essaye pas? Bon, c'est toujours C'est toujours le sujet. le C'est même toujours le sujet. sujet. Ouais. Oui, j'entends, et moi je suis, et ça n'engage que moi, bien évidemment. Moi, je suis plutôt pro leadership que leadership féminin, parce que je pense qu'aujourd'hui, quelque part, sortir du lot, c'est de sortir des schémas de victimisation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, les femmes n'ont pas été avantagées, tout ce qu'on veut, toute l'histoire depuis l'an, les années Kala, là, voilà, qui nous précèdent. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on tire quelque part la leçon de tout ça et que finalement on se dit, bah, je ne me positionne plus comme une victime et je vais au devant des choses pour moi-même. Je suis à l'écoute voilà, de ce dont j'ai besoin et je vais plus être en phase avec moi, créer, développer mon projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, en phase avec ce que je suis. Donc ça participe à, quelque part, regagner confiance en soi. Moi, Hmm. sincèrement, je ne suis pas pour il faut recruter 80% de femmes parce que c'est ça qui va aider la société. Parce que ça continue à être encore à alimenter ce schéma de victime. Pour moi, aujourd'hui, une femme, si elle le veut, elle va trouver l'énergie nécessaire de dire ce qu'elle est et de prendre sa juste place dans la société. Donc, il y a nécessairement des notions, je veux dire, de combativité, de réconciliation envers soi-même et de briser les anciens schémas. Euh, il y a tellement de modèles, en fait, aujourd'hui, de femmes qui se positionnent, qui incarnent ce qu'elles sont et qui ne vont pas regarder, je veux dire, les jugements ou se dire, ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, je t'assure, hein, Kaï, encore une fois, cette structure où, bon, voilà, il y en a eu plusieurs, mais particulièrement cette entreprise spécialisée dans la construction, les 30 femmes que j'ai vues là-bas, elles n'étaient pas dans des schémas de victimes. C'est vrai qu'effectivement, c'était pas évident pour elles, mais la première chose, c'est d'avoir foi en soi. Alors, c'est des beaux discours comme ça, mais c'est de travailler déjà sur la confiance en soi et la Ouais. connaissance de ce qu'on est. En fait, c'est quelque chose qui va, là, on est dans un sujet qui va au-delà du monde du travail, en fait. C'est dans la vie de manière générale. C'est dans la vie de manière générale. Et moi, Ça je va pense que dans l'éducation, dans la confiance en soi, exactement, bien voilà. sûr, tout à fait. Je ne dis pas Alors, que c'est facile, mais je dis juste que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a des modèles qui ont rendu cela possible. Donc, pourquoi ne pas s'en inspirer et de trouver en soi-même la force nécessaire pour trouver sa place? Et quand tu dis c'est au-delà de la vie professionnelle, je fais partie de cette team-là qui pense qu'un projet professionnel, c'est avant tout un projet qui est personnel. hmm, Parce que ça fait partie de... Ben, c'est nous-mêmes, en fait. Quand on est au travail, on donne de son temps, on donne de sa vie, on donne de son énergie. Donc, pourquoi dissocier les deux? On est dans la vie alors, professionnelle ce qu'on est. Mais bon, je pourrais en ça, parler ça, longtemps.
Ouais, ça m'inspire une question pour après. Moi, je voulais, sur cette partie vision, rajouter des éléments qui n'ont pas été dits. Alors, comme je le disais, moi, je suis il y a quelque chose qui me, moi, je suis vraiment à fond là-dessus. Ma question, c'est de savoir si les personnes ont une conscience professionnelle. Donc, Mhm. une conscience professionnelle, c'est vraiment, vraiment, en fait, est-ce que les gens, euh, est-ce qu'ils aiment travailler? Alors, quand je dis aimer travailler, ça veut pas dire est-ce que c'est la seule chose qu'ils aiment dans la vie, hein? C'est pas ça que je veux dire, mais en fait, certaines personnes aiment plus que d'autres le travail bien fait. Sans se Oui, rendre dingue, sans se rendre oui. fou, sans être obsessionnel, ils aiment Ouais. juste le travail bien fait. Et donc, ça, c'est quelque chose, Ouais. effectivement, où je fatigue beaucoup Mais c'est un trait caractère, ça, les, le mais c'est un cabinet trait, de recrutement mais c'est un trait de en caractère. disant c'est vraiment très important pour moi. Il y a aussi la résilience, mais bon, ça Mhm. c'est plus difficile à le voir dès le départ, mais c'est comment est-ce que la personne, on va dire, Mhm. fait face à la pression. Mhm. Donc, d'ailleurs, c'est très marrant parce que, enfin, c'est très marrant, je sais pas, mais dans les trucs de sport, quand on lit les articles, après, ils sont plus rentre dedans, là-bas, ils vont, parfois des coachs ou des capitaines d'équipe vont faire exprès de faire passer un mauvais quart d'heure à un nouveau joueur juste pour le tester, en fait. Parce Et que c'est un ça, peu. c'est pas quelque chose qu'on peut faire forcément dans le milieu du travail. Alors nous, on a un petit truc, on a des clients qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Donc quand il y a un nouveau, on le met face à ce client pour voir un peu Ouais, comment il réagit. Mais bon, ouais, voilà. ouais. Et puis il y a un point aussi, c'est un monsieur avec qui je parle souvent qui m'avait évoqué ce point-là et que je trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est aussi avoir une équipe de gens curieux. Ah oui. Euh, la Mhm. curiosité, donc c'est vraiment en fait se dire que je peux parler d'autres choses avec ces personnes-là, parce que s'ils sont curieux, j'associe ça au fait que c'est des gens qui vont trouver des solutions en fait, Tout à fait. puisque voilà, ils se documentent et donc ils apportent un plus, ils apportent vraiment une énergie, on va dire, C'est ça. à l'équipe. Donc maintenant, C'est ça. ce que je te propose, c'est de voir avec toi quelques idées reçues sur le recrutement. Donc là, on a vu un peu Mhm. la vision de l'équipe idéale. Il y a aussi Mhm. d'autres commentaires. On te demandait un exemple d'équipe parfaite, mais bon, si on va avancer. Idéal. On te dit que j'aime beaucoup votre approche, euh, Merci. euh, genre versus leadership. Enfin, oui, tu disais que tu étais plus team leadership que leadership féminin. Ouais, bon, après, c'est. Je trouve hyper intéressant ce que vous avez partagé au sujet de la victimisation des modèles de positionnement. Merci. Bah, Euh, quand on se positionne donc, comme victime, ce qu'on génère quelque part, c'est plus de la pitié qu'autre chose. Enfin, donc, ouais. voilà. J'ai tellement de choses à dire Alors, là-dessus. moi, je vais avancer je vais avancer je vais faire une petite transition avant qu'on arrive sur ce que tout le monde attend, donc les best practices pour justement comment faire. Après, on Mhm. verra comment faire, quels sont les outils pour créer son équipe idéale. Et moi, je voudrais revenir sur quelques idées reçues d'abord. Mhm. Donc, les idées reçues, d'abord la fameuse idée que le CV il doit faire une page. Est-ce que c'est qu'est-ce que ça a à voir ça? D'abord, là, je vais vous décevoir un petit peu, hein, parce que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on parle de perfection, on parle d'idéal, on parle de choses qui sont adaptées à un contexte. Tout à l'heure, tu parlais de pour l'équipe, la meilleure équipe, c'est celle qui a ci, ça, ça. En fait, la meilleure équipe, c'est celle qui va te convenir, qui va convenir à ton projet. Donc, l'idée du CV. Si on est dans une structure qui est pro-synthèse, qui est vraiment pour qui l'esprit de synthèse chez un candidat est très important, bah, bien évidemment, et que ça fait partie de la culture et des pratiques, bien évidemment que le CV sur une page, c'est quand même mieux. Si on est dans des contextes où c'est très compliqué effectivement de synthétiser toute la vie, ça fait 30 ans qu'on travaille et synthétiser sur une page, je veux dire, les recruteurs peuvent le comprendre ça aussi, qu'on est dans des domaines Hmm. médicaux ou des domaines où effectivement on a accumulé une certaine expertise, une certaine expérience. Bah, il va de soi que c'est compliqué à synthétiser sur une page et ça ne va pas correspondre. Donc tout dépend des contextes. En fait, un CV se rédige
en fonction du contexte, en fonction du type d'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la culture. Hmm. Donc, Et du le coup, conseil, c'est de faire plusieurs CV. Voilà. d'accord, ok, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais en école de commerce, il y avait une fille qui, elle avait décidé qu'elle ferait son stage soit aux Galeries Lafayette, soit à L'Oréal. Ouais. Et, et du coup, je m'en souviendrai toujours, je regardais son ordinateur et j'ai vu son CV était customisé Super. pour L'Oréal. Il y avait le logo, il y D'accord, avait les machins. Et mais ouais. c'était dingue. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'était déjà projetée à l'intérieur. Donc, effectivement, elle a personnalisé. Mais c'est ça Alors que qu'on bon, moi, cherche. je faisais le même CV que j'envoie en copie cachée à tout le monde. Hein. Mais en même temps, Donc, je te dis hum, super sur ça, Kaï, mais ça veut dire elle a complètement adhéré à l'esprit, il y a eu cette curiosité, en fait. Un CV qu'on voit comme ça, moi je suis chez L'Oréal ou je sais plus quelle autre structure, je me dis, mais la personne, elle est déjà chez nous, en fait. Donc ça me hum, rassure parce qu'en fait, en recrutement, on va chercher à recruter des personnes, à rencontrer des personnes qui vont adhérer à nos valeurs, à notre histoire, qui vont, pardon, rapidement se fondre dans le moule. Par hum. contre, attention, est-ce que elles partagent les valeurs de ces groupes-là? Oui, C'est ça là où c'est c'est après, très ouais. important. Parce que C'est les pourquoi valeurs être. qu'on a, soi, et les valeurs d'un groupe, c'est quand même très important à voir s'il y a une compatibilité, parce qu'au bout d'un moment, ça peut coûter cher. Ça peut coûter de Et l'argent. du coup, sur toujours ces idées reçues, je voudrais savoir, il y a toujours la petite case, les hobbies, passions. Donc, tout le Oui. monde met voyage, lecture. Comme tu as fait 1 an de karaté à 50, tu mets karaté, tennis, etc. Donc, idées reçues. Est-ce que c'est vraiment, ça fait vraiment la diff ou pas? Disons que ça participe à humaniser le CV parce que un CV, c'est froid, c'est un document qu'on reçoit et les recruteurs, que ce soit en cabinet, que ce soit les entreprises directement, ont besoin de toucher du doigt à la personne. Donc, bien sûr, ça participe. Mais soyez vrai, soyez authentique avec vous-même. Parce que si j'identifie aujourd'hui que ben, dans le karaté, on a développé, je ne sais pas moi, des qualités d'excellence, on va dire ça comme ça, et que chez moi, dans mon contexte, j'ai besoin d'excellence, mais je vais tester la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément me faire une démonstration de karaté, mais via des mises en situation, et ça, si tu veux, on peut en reparler plus tard, via des tests, des évaluations, je vais effectivement évaluer à quel point c'est un hobby. Parce que si c'est un hobby et que c'est une passion, c'est comme si le hobby s'est collé à elle, en fait, et qu'elle a développé cette compétence-là. Donc, attention à mettre des hobbies qui sont vrais, quoi. Ça, Ouais, c'est... ouais. Voilà, attention à ça, parce qu'il ne faut pas flatter Hmm. pour flatter, et puis ne pas être, finalement, enfin, paraître ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est la pire des erreurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique. Et notre personnalité comporte forcément des forces qui vont fonctionner dans un environnement donné, dans un projet donné. Donc, ça n'est plus aujourd'hui le recrutement. Allez à l'école, ayez les bonnes notes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, il faut aller à l'école, il faut avoir les bonnes notes. Mais restez Hmm. connecté à ce que vous aimez, à ce que vous êtes aussi, pour ne pas tricher demain avec vous-même. Et en fait, tu Hmm. parlais d'exigence, de perfection, mais c'est un trait de personnalité. Et la personne qui va porter ton projet, Caïs, c'est la personne qui s'est identifiée à ton projet. C'est la personne qui va partager les mêmes valeurs que toi, ou alors qui va partager les valeurs du projet. Et donc, Mais qui va... Voilà. du coup, alors je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, donc on est sur le sujet recruter l'équipe parfaite. Question pour un GAO. Je suis le GAO, bien sûr. Et on a parlé du coup de la vision de qu'est-ce qu'une équipe idéale. Et là, on est en train d'élaborer un peu les idées reçues sur le recrutement avant de passer aux techniques, enfin aux best practices pour justement faire son recrutement. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou partager des expériences pour qu'on puisse rebondir dessus au maximum. Moi, j'ai un autre point sur les idées reçues. Mhm. Que faire euh, je le formule sous forme de question. Je suis recruteur, je suis dirigeant
qu'est-ce que je fais en face d'un CV qui n'a pas ou peu d'expérience? Ah, alors, Parce qu'on entend, ça, c'est une question. on entend tellement d'histoires. On a tous entendu l'histoire de ce gars il a commencé balayeur dans cet immeuble à New York et il est devenu PDG, etc. Donc, Bien du sûr, coup, bien comment sûr. est-ce qu'on se positionne? Alors, moi, je vais te répondre par une question, mais je vais y répondre très vite à cette question. À ton avis, qu'est-ce qu'un recruteur, qu'est-ce qu'un DG, qu'est-ce qu'un directeur, qu'est-ce qu'un manager va identifier comme étant ce qui va peser le plus dans la balance pour retenir une personne? Bon, je pense que c'est quand même, ça reste l'expérience. Eh ben, moi, je te dirais que non. C'est la Non, motivation avant tout. je vais dire, toi, tu parles de, comment dire, ce que ça devrait être. Oui. Moi, je te dis que de manière générale, je pense que c'est le premier point que les gens regardent. Après, Ben, je aujourd'hui, oui, l'entends si tu dis que tu recommandes que la première chose qui tout à soit fait. regardée soit la motivation. Tout à fait. Et en fait, ça dépend des contextes. C'est-à-dire que dans des structures, pardon, hein, j'en viens, francophones, on est encore sur cette histoire d'expérience qui fait que Ouais, c'est le cercle vicieux. Pardon, une fois hum. qu'on sort d'école, là, on va se dire qu'on n'a pas développé une expertise. Et pourtant, l'expérience, on l'a. Hein. On l'a pourquoi? Parce que quand on était en école, normalement, si on a eu un minimum de vie associative, collective, on a développé des compétences comportementales, on a développé des aptitudes qui vont pouvoir être transformées en compétences techniques et donc en métiers. Tu prends une hôtesse d'accueil qui n'est pas naturellement joviale, c'est un problème. Bon, ça, Hum. c'est l'exemple le plus facile. Pour dire que, effectivement, dans le système francophone, on est encore dans cette histoire de, oui, de vouloir aller sur l'expérience, mais de plus en plus d'entreprises, même francophones, se rendent compte à quel point recruter un expert qui n'adhère pas aux valeurs, qui n'a pas la personnalité, l'engagement qu'il faut, les motivations, et qui finit par saboter à un moment le projet, ça coûte de l'argent. Donc, Mais en du fait, coup, tu as en face de toi, toi-même, tu es chef d'entreprise. ouais, Tu as un CV qui a très, très peu d'expérience. oui, Tu vas essayer de. Après, tu as des techniques à toi pour checker la motivation. Donc ça, on y exactement. reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Moi, je voudrais savoir également, du coup, pour faire la transition, quelles sont Oui. les conséquences? Est-ce qu'on peut parler des conséquences d'un mauvais recrutement? Mais avant ça, il y avait des questions. Une question qui m'intéresse aussi. On demande justement, est-ce que c'est mal vu d'avoir passé plus de 5 ans dans une entreprise? Moi, c'est et il y a une deuxième partie à la question que moi je me pose souvent. Et de l'autre, comment est-ce qu'on perçoit quelqu'un qui change d'entreprise chaque 1 ou 2 ans? Hmm. Alors, je dirais, dans l'environnement francophone, c'est sûr que chaque un an, sincèrement, on se pose la question. C'est-à-dire qu'on a développé cette croyance de se dire, plus d'un an, on n'a pas eu le temps de développer une expertise réelle. Donc, de ce fait, qu'est-ce qui a gêné? On prend ce raccourci-là en se disant, mais qu'est-ce qui a fait que? Voilà. Donc, Et on toi, tu part de penses ce que c'est un ce mauvais préalable. raisonnement, ça? Bah, je dirais que c'est un raisonnement qui va manquer d'ouverture d'esprit, mais qui, quand même, plusieurs fois, en fait, c'est partant du vécu, hein, quand on creuse aussi, ben, souvent, je dis pas que c'est tout le temps, mais souvent, on se rend compte que ça peut être une personnalité qui va peut-être avoir du mal à être dans un environnement salarial, qui va peut-être être qui va avoir le type de personnalité pour créer un projet, par exemple, les Oui, projets mais parce entrepreneurs. que, excuse-moi de te couper, Anela, mais en fait, je me mets à la place du dirigeant et je me dis, en fait, si ça fait 7 ans que la personne fait 1 ou 2 ans, bah, chez moi, elle va aussi faire 1 ou 2 ans. Mais bien sûr. Parce que, en fait, dans le CV qu'on va lire, en très peu de temps, on va aller dans des interprétations. Et c'est pour ça que préparer un CV, enfin, faire un CV, ça se travaille. Parce que c'est comment donner la meilleure des impressions. En quelques secondes, en fait, on va donner une impression, on va quelque part raconter notre vie professionnelle. Donc, si on est dans un environnement anglophone où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table, quelles sont les compétences, ça peut fonctionner. Mais si on est dans un environnement
très francophone où effectivement on se dit, bon, ben, au bout d'un an, on n'a pas le temps de développer une expertise et que ça fait 7 ans que la personne fait une année, une année, une année. Si on a un petit peu de temps à perdre, on va se dire, bon, je vais aller faire des background checks, donc des contrôles de référence, pour savoir comment ça s'est passé à chaque fois. Parce que moi, un an dans mon business, c'est trop court. J'aurais besoin de la personne plus longtemps. Donc ça peut envoyer un mauvais signal, effectivement. Mais un mauvais signal à la personne qui recrute. Après, des fois, si on va creuser, comme je te disais, Caï, souvent, des profils comme ça, c'est qu'on a identifié que il y avait des erreurs, en fait, dans le recrutement, dans le casting, dans le choix de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on a une vision magnifique de l'employeur et finalement on arrive et c'est pas ça. L'employeur aussi a une vision superbe du candidat, il arrive et c'est pas ça. Et en fait, c'est pour ça que recruter, c'est un métier finalement, parce qu'il y a des étapes et un process avec des étapes à Et suivre. on va arriver aux étapes, parce il nous reste 20 minutes. Moi, je voudrais juste, en introduction, justement, avant de parler des étapes, que tu parles de manière précise des conséquences d'un mauvais recrutement. Je pense que tous ceux qui suivent là se doutent un peu, mais est-ce que tu as, alors, plutôt que de lister, peut-être un exemple qui te vient en tête euh, de, de, de ce qu'a pu coûter un mauvais recrutement à une entreprise? Oui, ça va être dans un process industriel où on se rend compte qu'on n'a pas assez, on n'a pas testé, on va dire, l'expertise technique que vendait l'expert en la matière et qui finit par casser une machine qui coûte plusieurs millions de francs CFA. Voilà, ça c'est un Ah ouais, exemple concret. Là, c'est c'est clair, un peu net et embêtant précis. parce que pourquoi? La cadence de la production, ben, la production est arrêtée, on a perdu de l'argent. On en perd encore plus parce que la production ben, de l'usine est arrêtée et qu'il faut passer commande et qu'on se rend compte que bah, la pièce, elle n'est pas disponible tout de suite. Donc, tout de suite de l'argent, de l'énergie aussi, quelque part. Et puis, bah, une mauvaise expérience pour la personne qui a été recrutée et qui a quelque part menti sur ses compétences, qui n'avait pas cette expertise attendue. Hmm. Du coup, on va passer à la dernière partie. OK? Donc, les best practices. Donc, on a vu qu'est-ce qu'était l'équipe idéale pour nous. On a vu, on a essayé de déconstruire un peu quelques idées reçues. Maintenant, Mhm. est-ce que tu peux nous parler voilà, des best practices avec bien sûr les fondamentaux que sont l'identification de la motivation, l'identification des compétences et l'identification de la personnalité. Donc, comment est-ce que tu veux construire du coup ton propos par rapport à ça? Comme ça, je sais où t'arrêter pour voir s'il y a des questions. OK? Moi, je dirais que la base, c'est quand même déjà apprendre, déjà, celui qui initie le projet, qui crée le projet, l'entrepreneur, qu'il ait une bonne connaissance de lui-même, de ses qualités, de ses axes de développement, et qu'il ait une bonne connaissance de ce dont son projet a besoin pour être développé, en fait. Déjà, Ok, donc ça part de là. ça déjà, c'est une première étape. C'est C'est le déjà premier étape. savoir quel est mon besoin. C'est ça. Parce Savoir que quel est tu le estimes, besoin. si tu dis ça, c'est que tu penses vraiment que beaucoup de personnes se disent j'ai besoin d'une personne, Oh, mais oui, ne savent pas exactement le besoin oui, dont voilà. oui, Et je sais que tu oui, me dis souvent aussi, c'est pas parce que tu as identifié quelqu'un qui te oui, paraît bien, enfin si tu n'avais pas prévu oui, cette personne, en général, oui. c'est pas une bonne idée. Donc c'est ça Oui. que tu veux dire. C'est ça. C'est qu'on se rend compte, et d'ailleurs, Cailly, on a été, nous, un peu embêtants avec toi quand tu nous énonces un projet que je te dis, non, non, il faut qu'on vienne chez toi, qu'on comprenne ton environnement, qu'on comprenne les réalités, qu'on comprenne bah, le projet que tu portes, son histoire. On a eu plusieurs échanges. Et je t'ai même dit, il faut que je vienne aussi voir. Parce que entre ce que tu vas me transmettre comme information et ma perception aussi quand je vais venir dans ton environnement, eh ben, c'est des informations qui vont s'imbriquer. Donc, Hmm. je dirais pas une parfaite, mais une connaissance la plus complète du projet et de tous les éléments, en tout cas en termes de compétences et de personnalité, de compétences techniques et comportementales dont on a besoin pour accompagner ce projet-là, qui va permettre finalement de définir des profils qui Du vont coup, être objectifs. effectivement, pour préciser à tout le monde, quand Anela est venue dans notre entreprise et qu'elle a vu qu'il y avait plusieurs salariés qui se promenaient pieds nus, J'ai elle s'est rien dit dit. que ça, elle a dit que
ça éliminait certains candidats. Bah, oui, ça participe à un état d'esprit. C'est, bah, j'imagine, enfin, la personne qui vient complètement, enfin, je veux dire, boutonnée avec son gros costard, Cravaté, qui n'arrive pas à marcher cravaté jusqu'aux dents, qui n'arrive pas qui à arrive marcher chez pieds nus, Totem. qui a les chaussures avec les chaussettes, voilà, qui a, voilà. Enfin, et puis c'est une équipe aussi de jeunes, agiles. Il faut pouvoir trouver sa place dans ça pour Hum, que ça fonctionne, mais on va y venir. Donc, ça participe déjà, la base, c'est définir le profil dont on a besoin. Combien de personnes avec les histoires de complexes de clients me disent besoin de la personne qui a bac plus 6, 15 ans d'expérience, qui va être payée 400 000 francs. D'accord, pour faire quoi? Pour rédiger des courriers? Ben, en fait, non, il n'y a pas besoin. Donc, définir le bon profil, c'est connaître son projet, savoir objectivement quelles compétences j'ai besoin et quelle est la réalité du marché aussi. Parce que bien sûr, nous, les chasseurs de tête, comme on dit, on est des chasseurs de tête, on est des détectives. Bah, oui, on nous demande toujours des moutons à 20 pattes, mais si le mouton n'existe pas, on ne peut pas vous l'amener. Donc, il faut quand même quelque part connaître son marché. Et notre valeur ajoutée, c'est sur 100 personnes, s'il n'y en a que 3, c'est d'être en mesure de pouvoir vous l'amener. Ça va être ça. hum. Mais au moins que les 3 existent, quoi. Donc, je voudrais préciser une expérience, partager une expérience personnelle. C'est que dans la Ouais, définition du besoin, c'est un truc tout bête. On en a tous vu 10 000. C'est la rédaction d'une fiche de poste. exact. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Alors, comme tu dis, moi, tu me disais, je suis très curieux. Du coup, j'ai fait l'exercice moi-même sur cette étape-là, même Ouais, si je vous ai fait relire, mais parce qu'en fait, ça me permettait cet exercice en rédigeant, en faisant l'effort de rédiger, ça me permet de voir, d'identifier en fait les points sur lesquels j'insiste pas assez au niveau de certains de mes collaborateurs, et puis ça me permet aussi de mieux orienter mon entretien d'embauche, tout à puisque fait. du coup, vu que j'ai la fiche, je sais exactement les questions. En fait, chaque ligne correspond à une question potentielle. Donc vraiment faire Exactement. l'effort de rédiger. Après, on n'est pas obligé de la Exactement. rédiger soi-même comme je l'ai fait, puisqu'on peut se faire Oui, accompagner. tout à fait. Mais effectivement, je te rejoins sur ça. Donc une fois qu'on a défini son besoin, Léla, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a défini son besoin, ben, on va identifier la meilleure stratégie pour aller chercher ces moutons à 20 pattes. Est-ce que le fait de juste diffuser une annonce sur Fraternité Matin, ça suffit parce que j'identifie que mes moutons à 20 pattes, ils lisent Fraternité Matin, donc ils vont voir mon annonce et je vais pouvoir les identifier comme ça? Est-ce que j'identifie que poster une annonce sur LinkedIn, ça suffit parce que mes moutons à 20 pattes sont sur LinkedIn? Est-ce que j'identifie qu'il faut que je poste, je sois présent sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être un peu dans l'air du temps, voilà, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et autres. Ok. Et encore, je dirais, voilà, c'est tout ça en Et fait. aussi, est-ce que je fais appel à un chasseur de tête? Est-ce que je fais Est-ce appel que à un je fais appel à un cabinet, chasseur? Tout etc. à fait, Ok. tout à fait, Donc, tout à fait. donc ça, maintenant, pour faire le bon choix, est-ce qu'il y a quelques tuyaux? Est-ce que ça va être en fonction de la taille? Alors, ce qui est très important, ce que tu me disais quand on préparait le call, c'est que tu me disais que ces best practices, c'est pas une question de petite ou grande entreprise, ça s'applique Tout le à tout monde. le monde. Donc ça, Oui. c'est très important qu'on le note. Et je reviens, je disais du coup, ok, est-ce que entre poster sur LinkedIn, poster sur un site d'emploi et faire appel à un cabinet de recrutement, comment est-ce que je vais faire finalement ce choix? Bah déjà, quand je me connais moi-même, je sais si ça me saoule ou pas de recruter. Excusez-moi le terme, hein, mais déjà, si Hmm. ça va me prendre trop d'énergie et que je préfère mettre cette énergie-là plus dans mon business et à ce moment, effectivement, je délègue cette partie parce que ça va être un investissement quelque part. Et donc, à ce Hmm. moment-là, je le délègue. Ça va être aussi connaître son marché. Est-ce que j'identifie qu'aujourd'hui, par moi-même, via mon expertise, je suis la personne qui va pouvoir très rapidement identifier les expertises et les personnalités dont j'ai besoin parce que j'ai un gros réseau et que je n'ai pas besoin de passer par une structure? Est-ce qu'aujourd'hui, j'identifie que ben, je suis à même et outillée pour pouvoir piloter un processus de recrutement complet où je vais respecter scrupuleusement ces best practices. Il y a une pratique que je n'ai pas respectée, ça va me retrouver après. Mon gars, je vais le Donc, trouver chez moi, et puis il y a des trucs qui ne vont pas fonctionner.
Donc, Donc, c'est du aussi. coup, règle 2, on va choisir sa stratégie pour communiquer son besoin. Et C'est si vous ça. vous demandez comment, ben, ça va être en fonction du temps que vous êtes prêt à accorder à cette tâche. Donc, la Et de réponse l'énergie aussi qu'on a envie d'y me paraît consacrer. très claire, très, très Tout à claire. fait. Donc, Tout à fait. j'ai communiqué mon annonce. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, j'ai communiqué mon annonce. Bah, maintenant, normalement, j'ai des gens, j'ai des candidats. Donc, ça va Hmm. être maintenant, on est en plein dans le processus de sélection et d'évaluation. Dans le processus de sélection d'évaluation, c'est une méthode qui est propre et en phase avec les valeurs. Il ne faut pas se travestir et changer ce qu'on est parce que l'idée, c'est de se rencontrer en vérité. Car si le style aujourd'hui dans ta structure, c'est de marcher pieds nus et d'être décontracté, il faut montrer au candidat ce que tu es. Il faut montrer au candidat ce que les collaborateurs sont. Il faut même faire participer les collaborateurs au processus de recrutement parce qu'une fois que tu vas recruter ton gars, il va devoir trouver sa place dans l'équipe. Et en fait, si l'équipe a participé à ce processus de recrutement et a envie et trouve que c'est l'élément qui manque, eh ben, ça va l'auto-responsabiliser. Et tu ne vas pas être le seul à porter cette responsabilité-là de c'est mon candidat star. Ben, je me décharge aussi parce qu'en fait, l'équipe l'a choisi. Donc, elle va se sentir impliquée et investie de est-ce que les objectifs sont atteints. Il faut que ce soit ces objectifs sont atteints. Donc, je vais vraiment me positionner, avoir l'attitude qu'il faut pour accompagner ben, ce collaborateur, ce collègue que j'ai choisi finalement. Donc, Ok. il faut se montrer tel quel. Voilà. Que ce soit dans un Donc, environnement rigide ou que ce soit dans un café en mode décontracté, être en phase avec ce qu'on est. Donc là, on est dans l'étape 3, sélection et évaluation. Et ça m'amène, il y a eu pas mal de questions. Je les ai D'accord. pas relevées exprès parce que D'accord. je savais qu'on allait y arriver sur comment D'accord. est-ce qu'on teste un candidat. Alors, bien sûr, là, tu vas peut-être nous dire la version ultra professionnelle. Donc, ça, c'est si on passe par un cabinet. Non, je ne vais pas Mais donner tous mes secrets, hein. oui, bon, ça, je me doute. Comment est-ce qu'on teste un candidat? Comment est-ce qu'on vérifie? Il y avait une question sur la vérification du, euh, du CV, etc. Bref, quels sont quand on rentre un peu dans la technique? Alors, quand on rentre dans la technique, déjà sur Google, sur YouTube, il y a plein de typos sur comment conduire et piloter un entretien, vraiment, qui valent ce qui valent et qui sont quand même assez sérieux. Le tip, ce que je donnerais, c'est euh, faites de ce moment une rencontre. Posez des questions ouvertes pour que la personne qui est en face de vous se livre. Quand une question est ouverte, mais on dit, on parle avec le cœur, on parle avec la spontanéité de ce qu'on est. Et c'est en fait là qu'on va avoir le maximum d'éléments pour se dire, ah ok, d'accord, j'entends, c'est en phase avec le projet, c'est en phase avec moi ou ça ne l'est pas. Ensuite, il y a vraiment, voilà, questionner, vérifier sur tout ce qui va être compétences techniques. En général, soit on est soi-même un expert et on va pouvoir le vérifier, soit on ne l'est pas et le conseil, c'est de faire appel à un expert qui va pouvoir le vérifier. Aussi, tout ce qui est background check, contrôle de référence, c'est quelque chose, c'est très important. Parce que quelque part, la confiance, et on le dit tout le temps, n'exclut pas le contrôle. Et une personne qui ne se reproche rien n'a aucune difficulté quand même à partager les choses, à partager justement les collègues, les environnements de travail. Alors, il peut y avoir des environnements où ça a été très compliqué. Moi, le conseil que je donne à mes candidats quand c'est comme ça, c'est de dire avec honnêteté pourquoi ça a été compliqué et qu'est-ce qui a créé ce climat-là de complexité, je ne sais pas si ça se dit, mais d'être transparent. Parce que aujourd'hui, la valeur la plus importante en plus de la motivation, c'est la transparence et l'honnêteté. Tous les jours, dans l'environnement professionnel, on sera nous-mêmes, on sera personne d'autre que nous-mêmes. Donc, autant commencer à l'être dès la rencontre avec son futur employeur. Voilà. D'accord. Donc ça, dans Donc les là, grandes lignes, c'est ça. Et surtout, j'allais oublier, privilégier le savoir-être. C'est vrai que l'expertise est important, mais n'oubliez pas que l'expertise, ça n'est rien d'autre qu'un savoir-être qu'on va développer quelque mais du part. coup, vous, par exemple, vous faites beaucoup de tests pour essayer d'anticiper les Oh, réponses parce que vous êtes obligé oh, vu que vous envoyez des candidats à vos clients, vous êtes obligé, en fait, bon, en plus de l'entretien, tester des choses. Alors, sans dire effectivement tous les secrets, je veux juste savoir l'objectif derrière, c'est quoi? C'est vraiment plus analyser les soft skills, c'est-à-dire comment est-ce exactement. que la personne euh, agit dans telle ou telle situation.
C'est vraiment C'est des ça, mises en situation pour leur permettre c'est d'analyser ça. un peu le caractère de la personne. C'est ça. Alors, pour Mm. partager mon expérience, pendant 10 ans, j'ai appris à évaluer, à observer le comportement via des questionnaires où il n'y a ni bonne et mauvaise personnalité. Il y a des personnalités qui vont faire qu'on va être en succès dans un environnement donné, ou alors on va être en difficulté particulière dans un autre environnement. Il y a aussi tout ce qui est test, parce que quelque part, il faut s'assurer quand même d'un minimum, au minimum d'un niveau de raisonnement, d'aptitude en fait, quelque part. Donc, on va Mm. utiliser ces batteries d'évaluation là, que sont les questionnaires et les tests, et aussi tout ce qui est mise en situation. Moi, je suis friande de mise en situation, parce que dans la mise en situation, on est dans le réflexe comportemental. Voilà, on Mm. est, on est nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on se En comporte? fait, j'ai insisté sur ce point-là pour qu'on se rende compte aussi d'un point important que tu as soulevé tout à l'heure, c'est l'investissement en termes de temps. Oui, À toutes les personnes qui disent moi je trouve pas, ça fait des années je trouve pas, etc. Et il y a vraiment des questions clés à se poser. C'est est-ce que je sais exactement ce dont j'ai besoin et est-ce que et quel est le temps que j'ai pris pour faire ma recherche. Donc une fois qu'on a fait notre sélection et évaluation, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est le recrutement, c'est bon? une fois qu'on a fait la sélection, l'évaluation, qu'on a fait nos contrôles de référence, qu'on a eu nos batteries d'outils, qu'on est sécurisé, si on n'a plus de doute et qu'on est en confiance, on y va. Si on a un Et doute, donc comme c'est on dit place dans à la... la période d'essai. Oui, voilà, c'est ça. Mais avant la période d'essai, pour décider de recruter quelqu'un, mon conseil, c'est que si on a un doute, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que quelque part, le doute, c'est l'intuition. Et l'intuition, des fois, souvent, et on le voit, hein, même avec des outils scientifiques, l'intuition, c'est la vérité qui est en train de se manifester. Et souvent, les managers disent, au début, il y avait un truc que je ne sentais pas. Et Ouais, bien, en c'est fait, vrai. après, c'est en train de se manifester. Donc, quand vous avez un doute là, n'y allez pas. Parce qu'en fait, le Hum, doute, c'est la confirmation de il ne faut pas y aller. Voilà. Et ça, moi, je le hum. dis et je l'assume. Ensuite, c'était quoi la période d'essai, effectivement, hein, parce que, comme on dit, on s'essaie mutuellement. Attention, dans le Hum. recrutement, il y a deux recruteurs. Le candidat qui recrute son employeur et l'employeur qui recrute son candidat. Donc, en fait, on s'observe mutuellement. On apprend à se connaître quelque part. On a cette possibilité-là de s'essayer, le mot il le dit, hein, période d'essai, de pouvoir voilà, mettre ses tripes sur la table, s'essayer, être dans l'environnement et puis avoir la confirmation de est-ce qu'effectivement je suis à ma juste place. Mais en général, si toutes les étapes depuis la connaissance de ce que je suis, la connaissance de mon projet, la connaissance de quelles compétences j'ai besoin et aller évaluer avec tous les outils, on ne zappe aucune étape. Très rarement on se trompe. Et qu'en plus on écoute le fait qu'on n'a pas de doute, en général ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est Super, facile, mais ça fonctionne. super. Après, oui, effectivement, hein, pas hésiter sur cette période d'essai. Et surtout, moi, si je peux rajouter un truc par rapport à mon expérience, c'est surtout être transparent avec la personne en disant que la période d'essai, ça compte pour vous. Donc, c'est Mais vraiment oui, un essai et que vraiment, on va ensuite décider si on continue ensemble ou pas. c'est ça. Voilà, je pense que plus on est transparent en amont, mieux c'est. Le mieux Alors, il y avait c'est. des questions qui sont restées. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, il y avait la Ravi. question sur est-ce que la lettre de motivation a toujours son sens aujourd'hui? Il y avait la question est-ce que c'est pas trop abusif quand on nous demande en entretien des questions sur notre fiche de paye précédente? Euh, alors, il y a une question plus futuriste. On nous demande donc à vous écouter, est-ce que finalement les futurs recrutements ne seront pas faits par des robots grâce à l'intelligence artificielle, par des Ben, c'est robots? Oui, bah écoutez, dans l'intelligence artificielle, il y a une notion de sensibilité et d'émotion qui n'est pas encore. Donc, en partie, c'est fait par l'intelligence artificielle parce que tout ce qui est outil d'évaluation, l'intelligence artificielle, on s'en sert. Mais la valeur ajoutée, je veux dire, du recruteur, ça reste l'humanité quand même. Donc, on n'y est pas totalement encore. Et heureusement. Et alors, peut-être très rapidement sur l'intérêt toujours de la lettre de motivation aujourd'hui, Alors, pour Agnella. répondre rapidement, effectivement, la lettre de motivation, pardon, moi, je suis recruteur 2.0, je la lis rarement. Mais ça ne veut pas dire ne faites pas de lettres, hein. Regardez l'état d'esprit de là où vous postulez.
Si c'est un peu à Ouais. l'ancienne et que c'est important de lire l'écriture, comment on s'exprime, tout ça, faites votre lettre de motivation. Et Moi, la aujourd'hui, question sur le personnellement, je salaire, Aniela, la question sur les salaires en entretien, est-ce que c'est abusif? ben, c'est à double tranchant parce que soit effectivement on a quelque chose à cacher, soit on est transparent et on le partage. Quelque part, hein, quand vous allez en entretien là, ne faites pas pitié, montrez votre valeur ajoutée. Si vous arrivez à prouver votre valeur ajoutée, à comprendre l'environnement et à poser sur la table votre valeur ajoutée, sincèrement, je veux dire la valeur pécuniaire après, si le recruteur ne l'entend pas, mais c'est que c'est pas la voie pour vous. Est-ce que il y a aussi les cabinets de recrutement sont aussi au service du futur employeur, c'est-à-dire qu'ils l'aident à trouver la meilleure entreprise pour son projet professionnel. Donc, au service du candidat, il y a certaines Est-ce offres effectivement qui se développent et on en fait partie. C'est l'accompagnement à la personne, effectivement. Ah, c'est Oui, intéressant, ça, très tout à fait. intéressant. Il y a Alors, Suad qui attention dit quand même, que, parce que c'est ouais, pas la première mission d'un cabinet, hein. La première mission d'un cabinet, c'est d'être missionné par une entreprise, mais il y a des ouais. cabinets qui font de l'accompagnement à la personne. Je vais vite, il nous reste 50 secondes. Il y a Suad qui dit que l'humain est sournois. Très souvent, ils sont super pendant la période d'essai et après, catastrophe. Donc, elle pense, alors, ça, c'est pas mal. On peut finir sur ça, la question, la place de la chance, finalement. Parce que là, on a essayé de tout prévoir, mais finalement, on reste des êtres humains. Il nous reste 27 secondes exactement, Agnella, pour conclure. Ben oui, forcément, le temps joue forcément pour apprendre à connaître. Mais en général, quand on a respecté quand même toutes ces étapes-là, il y a des choses que effectivement qu'on sent. Dès qu'on Et a un tu peux doute, nous faut le pas dire, hésiter. c'est que de la chance, Agnella, c'est que de la Moi, je crois chance. pas en la chance. Je crois en des rencontres, mais pas en la chance. J'y crois pas en la chance, Merci sincèrement. beaucoup, Avec Agnella.